Vous souvenez-vous de cette mousse onctueuse qui débordait du boc en verre épais sur le comptoir en zinc de votre café préféré? Ces marques de bière, qui coloraient les façades des bistrots, ornèrent les cendriers et les sous-bocs que l'on collectionnait sans même y penser. Aujourd'hui, ces brasseries ont totalement disparu du paysage français, emportant avec elles des saveurs uniques, des traditions brassicoles centenaires, toute une culture du café et du comptoir qui rythmait la vie quotidienne de millions de Français. Nous allons redécouvrir ensemble 10 bières françaises que plus personne ne connaît, ces marques qui ont accompagné les apéritifs, les parties de cartes et les discussions animées des années 60 à 90. La Canterbräu, la bière de Maître Canter. Impossible de commencer cette liste sans évoquer celle qui fut probablement la bière la plus célèbre de France pendant 3 décennies entières. Les publicités télévisées résonnent encore dans la mémoire collective. Ce personnage de Maître Canter, avec sa prestance de brasseur alsacien, son tablier impeccable, sa fierté de servir une bière d'exception. Le slogan traversait les écrans et s'imprimait dans les esprits. Canterbräu, la bière de Maître Canter, répétée des milliers de fois sur toutes les chaînes françaises. Cette bière représentait le compromis parfait entre la tradition alsacienne et le goût populaire français, ni trop amère, ni trop légère, accessible à tous les palais. Les cafés affichaient fièrement l'enseigne lumineuse Canterbräu au-dessus de leurs portes, ce signe distinctif qui garantissait une bière pression de qualité servie dans les règles de l'art. Les camions de livraison rouge et or sillonnaient les routes de France chaque matin, approvisionnant des milliers d'établissements qui ne juraient que par cette marque. Les serveurs, en gilet noir, versèrent la pression avec un geste précis, inclinant le verre à 45 degrés, pour obtenir cette mousse parfaite qui faisait la réputation de la maison. Les années 80 marquent l'apogée absolu. Canterbräu sponsorise les événements sportifs, envahit les panneaux publicitaires, devient synonyme de convivialité française. Les familles entières reconnaissaient la musique du spot publicitaire dès les premières notes, les enfants imitaient Maître Canter dans les cours de récréation. Mais l'année 2000 sonne le glas définitif, le groupe Kronenbourg absorbe totalement la marque. Les dernières bouteilles disparaissent progressivement des rayons. Plus personne ne prononce ce nom aujourd'hui. Maître Canter a rejoint les fantômes publicitaires d'une époque révolue où la bière avait encore un visage humain. La Dumesnil, la fierté des comptoirs parisiens. Les Parisiens de plus de 50 ans sentent encore monter l'émotion quand on prononce ce nom chargé de souvenirs et de nostalgie. La brasserie Dumesnil. d'Ivry-sur-Seine représentait l'âme brassicole de la capitale, une institution fondée au XIXe siècle qui avait traversé 2 guerres mondiales. Les cafés de la banlieue parisienne servaient presque exclusivement cette bière locale, créant une fidélité générationnelle qui se transmettait de père en fils. Les ouvriers des usines de Boulogne, Issy, Ivry, terminèrent leur journée au comptoir du bistrot du coin, commandant leur demi-Dumesnil comme un rituel immuable. La mousse crémeuse, le goût légèrement maltais, cette fraîcheur caractéristique qui désaltérait les travailleurs après 8 heures de labeur dans les ateliers. Les camions bleus de la brasserie faisaient partie du paysage urbain parisien, leur passage matinal réveillait les quartiers populaires encore endormis. Les chauffeurs-livreurs connaissaient chaque patron de café par son prénom, échangeant quelques mots et les nouvelles du quartier à chaque livraison. Les plaques émaillées Dumesnil ornaient les façades des bistrots, ces enseignes publicitaires qui sont devenues aujourd'hui des objets de collection recherchés par les antiquaires. Les habitués avaient leur place attitrée au comptoir, leur verre réservé que le patron remplissait sans même attendre la commande. L'année 1986 marque la fermeture définitive. Les grilles de la brasserie d'Ivry se referment sur un siècle d'histoire brassicole. Les anciens habitués racontent encore avec émotion leur dernière Dumesnil. Ce goût de Paris populaire qui ne reviendra jamais. La Valstar, la bière du peuple, voilà une marque qui ne prétendait pas rivaliser avec les grandes, mais qui a conquis le cœur des Français modestes par son prix accessible. La Valstar représentait la bière démocratique par excellence, celle que l'on achetait au supermarché quand le budget familial ne permettait pas les fantaisies. Les packs de 6 bouteilles s'empilèrent dans les caddies des hypermarchés Carrefour et Auchan, les pères de famille calculaient le prix au litre. Cette bière accompagnait les barbecues du dimanche dans les pavillons de banlieue, les matchs de football regardés entre amis sur le canapé du salon. Les épiceries de quartier la proposaient à l'unité, les clients la glissaient dans leur cabas entre le pain et le journal du soir. Le goût ne prétendait pas à l'excellence, mais cette honnêteté sans prétention séduisait des millions de consommateurs qui ne demandaient qu'une bière fraîche et désaltérante.
Les jeunes, avec leurs premiers salaires, achetèrent des packs de Valstar pour les soirées entre copains, cette bière accessible qui permettait de faire la fête sans se ruiner. Les campings de vacances et voyaient où il s'accumulaient les bouteilles vides de Valstar, témoins des soirées animées sous les étoiles d'été. Les années 70 et 80 constituent l'âge d'or, la Valstar devient la bière préférée des classes populaires françaises. Mais la concentration du marché brassicole emporte cette marque modeste, les grands groupes éliminent méthodiquement les concurrents trop bon marché. Aujourd'hui, plus personne ne se souvient de cette bouteille verte qui rafraîchissait les étés français sans vider les portefeuilles. La Phénix, l'oiseau du Nord, les terres du Nord Pas-de-Calais possédaient leur propre culture brassicole distincte de l'Alsace, marquée par l'histoire minière et ouvrière. La Phénix incarnait cette identité nordiste, son nom évoquant la renaissance perpétuelle comme ces régions industrielles qui se relevaient après chaque crise. Les estaminets de Lille, Roubaix, Tourcoing servaient cette bière locale avec fierté, affirmant une appartenance régionale face à la domination alsacienne. La gamme se déclinait en plusieurs versions, Phénix Flash pour les jeunes, Phénix Peak pour les amateurs de caractère, une diversité qui répondait à tous les goûts. Les sous-bocs ornés du phénix renaissant décoraient les tables des cafés. Les habitués les collectionnèrent machinalement en discutant politique ou football. Les fêtes patronales des villages du Nord coulaient à flots de phénix. Les baraques foraines proposaient cette bière fraîche aux familles venues s'amuser. Les kermesses paroissiales installèrent leurs buvettes avec des fûts de phénix. Les bénévoles servaient sans relâche pendant que les enfants couraient entre les stands. Les équipes de football locales arboraient le logo Phénix sur leur maillot, sponsoring populaire qui ancrait la marque dans le quotidien sportif régional. La désindustrialisation des années 80 frappe durement la région, les brasseries locales tombent une à une comme les chevalements des mines. Le Phénix n'a pas su renaître de ses cendres cette fois, la marque disparaît absorbée par des groupes qui ne comprennent pas l'âme du Nord. Les anciens mineurs évoquaient encore cette bière en parlant du bon vieux temps, quand le Nord produisait sa propre fierté en bouteille, la Meuse et sa Porter 39. La Lorraine brassicole ne se résumait pas aux grandes marques, des brasseries familiales produisaient des bières de caractère appréciées des connaisseurs. La brasserie de la Meuse à Bar-le-Duc représentait cette excellence régionale, une tradition brassicole transmise sur plusieurs générations de maîtres brasseurs. La Porter 39 constituait le fleuron de cette brasserie, une bière brune puissante qui tranchait avec les blondes légères dominantes. Les amateurs recherchant cette rareté la commandaient spécialement dans les cafés qui acceptèrent de la stocker pour une clientèle fidèle. Le goût torréfié évoquait le café, le chocolat noir, une complexité aromatique que les bières industrielles ne pouvaient pas reproduire. Les brasseries lorraines avaient développé ce savoir-faire unique, héritier des influences germaniques et des traditions monastiques médiévales. Les hivers rigoureux de l'Est appelaient ces bières réconfortantes. On les dégustait lentement au coin du poêle en regardant la neige tomber. Les cafés de gare proposaient cette bière aux voyageurs frigorifiés qui attendaient en leur correspondance sur les quais balayés par le vent. Les soldats de la garnison locale avaient adopté cette bière comme leur favorite. Les permissions se fêtaient autour de plusieurs Porter 39. L'année 1985 signe l'arrêt définitif. Les cuves de cuivre refroidissent pour la dernière fois. Le silence envahit les bâtiments. La Lorraine perd une part de son patrimoine brassicole, la Porter 39 rejoint les saveurs disparues que seule la mémoire conserve. La Gallia, l'originale parisienne. Ne confondez surtout pas avec la brasserie moderne qui a repris ce nom, la vraie Gallia appartient à une autre époque totalement révolue. La brasserie Gallia de Pantin produisait depuis le 19e siècle une bière authentiquement parisienne, brassée avec l'eau de la Seine filtrée. Les ouvriers des usines de la Petite Couronne connaissaient cette marque par cœur. Elle accompagnait leur pause déjeuner et leur fin de journée. Le nom évoquait la Gaule antique, dans une référence historique qui ancrait cette bière dans l'identité française la plus profonde. Les bistrots de Pantin, Bobigny, Aubervilliers affichaient fièrement cette marque locale, créant une communauté de buveurs fidèles et passionnés. La brasserie employait des centaines d'ouvriers du quartier, familles entières, qui dépendaient de cette industrie pour vivre dignement. Les enfants jouaient dans les rues adjacentes pendant que leurs pères travaillaient aux cuves. L'odeur du houblon imprégnait tout le quartier. Les marchés dominicaux proposaient la Gallia en bouteilles consignées. Les ménagères rapportèrent les vides pour récupérer quelques centimes. L'année 1968 marque la fermeture définitive. Les événements de mai ne sauveront pas cette institution centenaire. Les bâtiments industriels sont rasés, remplacés par des immeubles modernes qui effacent toute trace de ce passé brassicole glorieux. Quand une nouvelle Gallia renaît en 2010, elle n'a plus rien à voir avec l'original, juste un nom ressuscité sans la mémoire. La mode cordonnier, l'âme ouvrière du Nord.
Armentières possédait sa propre brasserie familiale, la Motte Cordonnier, dont le nom seul évoque les dynasties industrielles du textile nordiste. Cette bière représentait bien plus qu'une simple boisson. Elle incarnait l'identité de toute une classe ouvrière fière de ses racines. Les tisseurs, les fileurs, les ouvrières des manufactures terminaient leur longue journée par une Motte Cordonnier bien méritée. Le goût franc, sans artifice, correspondait parfaitement à cette population laborieuse qui ne demandait pas de sophistication mais de l'authenticité. Les cafés ouvriers des corons servaient cette bière après la paix du samedi. Les hommes discutaient syndicats et conditions de travail. Les femmes préparaient le souper pendant que leurs maris prolongeaient l'apéritif, rituels familiaux qui rythmèrent la vie des quartiers populaires. Les fêtes des Ducasses voyaient couler des hectolitres de Motte Cordonnier. La musique des fanfares accompagnait les chopes qui s'entrechoquaient. Les géants du Nord défilaient dans les rues pendant que la bière coulait à flot, traditions populaires indissociables de cette marque locale. La brasserie familiale résiste longtemps à la concentration industrielle. Les propriétaires refusent obstinément de vendre leur héritage ancestral. Mais l'année 1990 signe la capitulation finale, la dernière brasserie indépendante d'Armentières ferme définitivement ses portes. Les anciens ouvriers textiles pleurent cette disparition comme on pleure un membre de la famille. Une part d'eux-mêmes s'en va. La Slavia de la Comète, l'Étoile de Champagne. Chalon-sur-Marne, devenu Chalons-en-Champagne, abritait une brasserie au nom poétique qui faisait rêver les amateurs de bière. La brasserie de la Comète produisait plusieurs marques, dont la Slavia, ce nom aux consonances talermo-slaves qui évoquait les origines du houblon. Les cafés de Champagne proposèrent cette bière régionale avec fierté, affirmant que leur terroir ne produisait pas que du vin pétillant. La Slavia possédait ce goût particulier des bières champenoises, une légèreté aérienne qui rappelait presque le champagne par sa finesse. Les vendangeurs la buvaient après les journées épuisantes dans les vignes. Cette bière désaltérante qui ne tournait pas la tête. Les saisonniers, venus de toute la France, découvraient cette marque locale pendant les vendanges. Certains en ramenaient de quelques bouteilles chez eux. Les foires agricoles de la région proposaient des stands de la Comète. Les cultivateurs comparaient les millésimes comme pour le vin. Les mariages dans les villages champenois alternaient en Champagne et Slavia, deux fiertés régionales qui se complétaient harmonieusement sur les tables de fête. La concentration des années 80 emporte cette brasserie historique. Les grands groupes rachètent des fermes méthodiquement. Les bâtiments de la Comète sont aujourd'hui reconvertis. Plus rien n'évoque l'activité brassicole qui animait ce quartier pendant des décennies. Seuls quelques sous-bocs jaunis dans les brocantes témoignent encore de cette étoile filante du paysage brassicole français. La Lutèce, Paris en bouteille, le nom de Lutèce évoquait le Paris antique, cette cité gallo-romaine qui deviendrait la capitale de la France. La brasserie de Lutèce avait choisi cette référence historique pour ancrer sa bière dans l'identité parisienne la plus profonde. Les bistrots du quartier latin servaient en cette bière aux étudiants des années 60 éteint les discussions philosophiques et s'accompagnaient de demi bien frais. Les intellectuels de Saint-Germain-des-Prés appréciaient cette marque locale, boire Lutèce, affirmait un attachement à Paris contre les bières industrielles. La bouteille ornée d'une galère romaine trônait sur les comptoirs, ce design reconnaissable qui identifiait immédiatement la marque. Les touristes découvraient de cette bière parisienne avec curiosité, repartant parfois avec quelques bouteilles comme souvenir authentique de leur séjour. Les brasseries des grands boulevards inscrivaient Lutèce sur leurs ardoises, proposant cette bière locale aux côtés des marques plus connues. Les serveurs, en tablier blanc, versèrent la Lutèce avec le même cérémonial que pour un grand cru, fierté parisienne oblige. Les années 70 voient disparaître progressivement cette marque, absorbée dans la grande vague de concentration brassicole. Les dernières bouteilles de Lutèce deviennent des objets de collection, recherchés par les nostalgiques du Paris d'avant. Aujourd'hui, plus personne ne connaît ce nom qui faisait vibrer les comptoirs parisiens du temps où chaque quartier avait sa bière. L'Ancre, le naufrage alsacien, l'Alsace représentait le cœur battant de la brasserie française, Schiltigheim, près de Strasbourg, concentrait les plus grandes brasseries du pays. La brasserie de l'Espérance produisait l'Ancre, cette bière au nom maritime surprenant pour une région sans accès à la mer. L'Ancre symbolisait la stabilité, la fidélité, des valeurs que cette brasserie familiale revendiquait face aux géants industriels. Les Alsaciens connaissaient tous cette marque locale servie dans les Winstub à côté de la choucroute et du bake-off. Le goût houblonné caractéristique de l'école alsacienne séduisait les amateurs, cette amertume noble qui distinguait les vraies bières.
Les fêtes de village alsaciennes coulaient à flots d'encre. Les fanfares jouaient pendant que les chopes circulaient de table en table. Les hommes en costume traditionnel levèrent leurs verres en prononçant des toasts en dialecte, tradition séculaire qui accompagnait cette bière locale. Les brasseurs de l'Espérance sélectionnaient leur houblon avec un soin jaloux, perpétuant des recettes transmises depuis plusieurs générations. Les apprentis passaient des années à maîtriser les secrets de fabrication. Savoir-faire artisanal qui faisait la réputation de la maison. Mais Kronenbourg et les grands groupes rachètent méthodiquement les petites brasseries. L'encre sombre dans les années 70. L'Espérance perd définitivement espoir, ses cuves rejoignent la ferraille, son savoir-faire disparaît avec les derniers maîtres brasseurs. L'encre n'a pas tenu, le navire a coulé, emportant une tradition brassicole que l'Alsace ne retrouvera jamais. Reconnaissez-vous ces bières qui moussèrent dans les verres de votre jeunesse et parfumèrent les comptoirs en zinc de vos cafés préférés? Partagez cette vidéo avec ceux qui se souviennent du goût unique de ces brasseries disparues à jamais. Laissez un pouce bleu si cette plongée nostalgique a fait remonter des souvenirs enfouis depuis des décennies. Abonnez-vous pour continuer ce voyage dans la mémoire collective française qui nous unit tous.